ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va toujours. On garde le sourire, on garde la bonne humeur, on a le soleil dans le cœur. Et à l'émission, justement, nous sommes là pour vous parler des différentes réalités africaines et pourquoi pas des questions d'actualité qui nous concernent tous. Madame, monsieur, nous recevons à l'émission aujourd'hui monsieur Cyril Attila. Il aura l'occasion de se présenter lui-même. Nous mettons le cap sur l'intégration professionnelle des Africains en période de coronavirus. Comment ça se passe? Je ne vous l'apprends pas. L'Africain qui vient d'un pays chaud, ensoleillé, on aime bien être dehors, on aime bien se réunir entre nous. Très difficile d'être tout seul, la solitude, très peu. Mais là, durant les périodes quelque peu difficiles, on reste chez soi à la maison. Mais la vie continue et on voudrait aussi parler d'intégration professionnelle. Nous recevons M. Cyril Attila. Il est originaire du Togo. Il vit ici depuis de très nombreuses années, un professionnel et également un intellectuel. Il est avec nous. Bonjour, M. Attila. Comment ça va? Je vais très bien, M. Gaka. Comment allez-vous vous-même? Eh bien, comme vous voyez, on se maintient. C'est l'hiver, c'est comme on dit, s'il fait fret comme pas possible. Mais on garde le sourire, on garde la bonne humeur. Je vous invite aujourd'hui de nous parler un petit peu de votre expérience aussi. Et pour ça, on va parler, en fait, durant cette émission, de cette intégration des Africains telle que je l'ai mentionné ici. En fait, ensuite, touche les questions professionnelles. On va également aborder aussi, vous et moi, on fera un petit tour d'horizon de ce que nous voyons, de l'actualité telle que nous voyons aujourd'hui, ce qui ressort, du moins dans cette actualité. Mais avant d'aller plus loin, on va être synthétique. Qui êtes-vous? Qui est M. Cyril Attila, originaire du Togo? Cyril Attila vient d'une famille africaine, comme vous dites si bien, d'une grande famille africaine exactement, et né au Togo il y a maintenant cette année 46 ans. J'ai fait mes études primaires au Togo et collégiales aussi au Togo, mais avec les événements politiques qu'il y a eu dans les années 90, les parents ont réussi à me soustraire un petit peu de la situation où je me suis rendu à fin novembre 92 en France. J'y ai continué mes études, je dirais post-secondaire, jusqu'à obtenir mon brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion. C'est aussi en France que j'ai commencé mon activité professionnelle, d'abord dans les associations à but non lucratif, très vite dans la pharmaceutique, le transport et plus tard un petit peu dans la haute couture et dans la haute gastronomie, c'est-à-dire chez Chanel et Louis Vuitton, et également chez Alain Ducasse, l'un des meilleurs chefs 3 étoiles en France. Je suis Donc, si arrivé je comprends bien, je vous arrête très vite. Ouais. Vous êtes également cuisinier, c'est bien cela? Non, je suis pas cuisinier, moi je suis un comptable. Donc tous les métiers qu'on connaît ont toujours besoin d'un comptable. Donc moi Donc, j'ai vous avez géré cette... travaillé comme comptable au sein de Ouais, ces entreprises, quoi. C'est voilà, bien ça. j'adore cuisiner, mais professionnellement je suis un gestionnaire comptable. D'accord. Mais Donc dites-moi, donc ça voilà. veut dire que pour vous, je vous arrête là, donc pour vous, l'intégration en France, du moins l'intégration professionnelle, puisque vous avez travaillé auprès de ces grands noms que vous venez de citer, des noms connus mondialement d'ailleurs, vous, en tant qu'Africain, en tant que Togolais, noir, pour ne pas dire nègre, puisqu'on n'ose plus prononcer ce mot-là, ça fait trop honte de Le dire mot à nègre. haine. Ouais, Ah le ouais, mot à ça dit haine. nègre. En fait, vous avez pu travailler au sein de ces organismes. Comment cela se fait-il? Ça n'a pas toujours été facile. J'ai aussi eu mon lot aussi de, je veux dire, de racisme déguisé quelque part. Il m'est arrivé aussi par mon CV, quand vous voyez mon nom, c'est un nom plutôt occidental, Attila, c'est le roi des Huns. Alors quand j'envoie un CV avec une lettre qui l'accompagne, les gens ne s'aperçoivent pas forcément, ils se disent pas forcément c'est un noir. Et une fois à l'entretien, ils se disent ah c'est vous, le poste a été pris. J'en ai vu aussi. Mais oui. Oui, tout le monde en a eu, j'en ai eu. Bon, le poste d'ailleurs chez Alain Ducasse, je ne pensais pas être pris, mais par mon abnégation je veux dire, mon intuition, comment j'ai pu lui dire d'un coup d'œil les problèmes qu'il avait dans sa structure, il m'a pris. C'est ça Mais aussi qui est... dites-moi justement, lorsque vous dites je ne pensais pas être pris. Donc, si je comprends bien, on se fait soi-même, quelque part, cette conviction que, bon, finalement, on n'est pas bon. Finalement, même C'est si pas on qu'on se n'est pas présente, bon. si on se présente, Attention,
que l'on ne nous prendra pas. Parce que dire qu'on ne nous prendra pas, c'est parce qu'on ne correspond pas, comment dirais-je, en fait, demande, aux critères, pardon, de cette entreprise. Dire que je ne serai pas. Pourquoi partir d'avance avec cette attitude au lieu de dire, moi, je vais là, c'est mon poste, je vais leur prouver que je suis capable de faire le travail et je vais l'expliquer très clairement. Mes capacités, je vais dire professionnelles, ça n'a pas de doute, puisque je suis suivi par des chasseurs de tête qui me chassent tout le temps. Mais au D'accord. fait, on a tous les domaines où il y a des étiquettes, où il y a une certaine image de la société. Alain Ducasse, par exemple, dont je parle en exemple ici, je veux dire, il est situé dans le 8e, et tout le monde connaît, je veux dire, l'étiquette du 8e, c'est de la grande société qui est la rue La, Plaza, la rue Montaigne. la Donc, dans ce grande société milieu-là, parisienne, disons. bah, D'accord. bah oui, quand moi j'y D'accord, étais à ok. l'entretien, c'était les enfants, quand vous voyez leur costume, leur façon de s'habiller, leur coiffure, vous savez très bien que c'était les enfants du 16e qui ont fait des grandes écoles. Mhm. Donc, généralement, on aime bien rester entre soi. On ne va pas leur reprocher, on reproche quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux dire, nous aussi, vous venez de l'introduire que vous-même, on aime bien rester entre nous aussi. Donc voilà. Mais mon professionnalisme a joué et puis il a été intelligent et ouvert, il m'a pris. Et je suis resté des années avec lui. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Québec. Au Québec, mon amour. Et quelques années après, Ben, malgré le froid. la petite histoire voudra que je venais de terminer un contrat. Vous savez, dans la mode et dans la haute couture surtout, on est au rythme des défilés de mode. Chaque 3 mois, on a des défilés et à chaque 3 mois, on a un bilan à faire. Donc, c'est des postes prestigieux, mais qui viennent avec son lot de stress. Donc, je venais de terminer un bilan, vraiment fatigué, et c'était la fin de mon contrat. Sur ce poste-là, effectivement, les gens ne restaient pas plus de 6 mois. Moi, j'y suis resté au moins 2 ans. Et à la fin de ce contrat-là, on me proposait un autre compte. C'est ça, je parlais de chez Chanel. J'étais comptable au service de maroquinerie à la place Vendôme. On me proposait de repartir à Neuilly pour gérer encore une autre équipe plus nombreuse. Et je me sentais plus avec ma fatigue de continuer ça. Le soir, je suis rentré chez moi, j'ai été sur Internet, j'ai payé un billet et j'ai mis comme lieu de réception du billet Charles de Gaulle le lendemain. C'est ce que j'ai fait avec ma petite valise de cabine d'avion. Et j'ai retiré mon billet, je suis monté sur le vol, je suis arrivé à Montréal. Le douanier, il m'a vu, me dit, Monsieur Attila, vous êtes là pour combien de jours? Je lui dis, ben, je suis là pour un week-end ou je suis là pour la vie. Il a rigolé, il m'a demandé, ben, avec un petit trolley, je lui ai dit, ben, monsieur, ici, c'est pas l'argent, je peux m'acheter d'autres choses. Donc, en tant que Français, vous savez très bien que les gens peuvent voyager sans visa au Canada et vice-versa. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis resté. Et pour la petite histoire, je suis resté 3 ans avant de ressortir du Canada. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis arrivé ici à fin septembre 2009, ici au Canada. Et déjà, début Alors, d'année 2010, ben, j'ai commencé à travailler de nouveau. donc vous êtes ce qu'on appelle un homme comblé, un homme heureux quelque part, un Africain satisfait Je ne peux pas me de plaindre. sa vie Moi, je dis, nord-américaine. moi, je ne peux pas me plaindre. J'ai fait pas mal de pays, j'ai voyagé pas mal, j'adore voyager. Je savais très bien que je pourrais jamais vivre ailleurs. C'est-à-dire, si ce n'était pas la France, ça serait peut-être l'Australie, mais jamais aux États-Unis. Et moi, aujourd'hui, j'appelle Montréal, le Québec, comme étant mon village sur Terre. Je m'y sens tellement si bien. Donc, voilà. Monsieur Attila, nous sommes en 2021. L'année 2020, en fait, a démarré avec quelques temps après avec cette pandémie mondiale. 2021, le vaccin est là, on peut enfin parler d'espoir. L'intégration professionnelle pour vous au Canada, à Montréal, je suppose que ça s'est très très bien passé. Oui, franchement, je ne peux pas me plaindre de mon intégration ici, puisque je vous disais, dès que je suis arrivé en fin 2009, déjà en janvier, j'ai pu trouver un autre travail ici, moi qui voulais me reposer, mais ça a été plus fort. J'ai pu me trouver un autre travail en défiscalisation corporative. J'ai travaillé chez Innovest Conseil, à aider les entreprises d'ici à payer moins d'impôts. Donc, à déduire tout ce qu'il faut, les gens qui font des recherches. Franchement, on est vraiment des créateurs ici au Québec. Ça, il faut lever le chapeau à tous les Québécois, qui soient, je veux dire, de souche ou d'immigration. Et donc, j'ai travaillé dans ce domaine aussi pendant 2 ans, 3 ans. Ensuite, j'ai créé 2 sociétés ici, CK Consultation, pour faire du télémarketing, et également CK en maintenance, où j'ai eu des clients comme Desjardins et autres. Bon, Donc, ben, si, donc, si, en fait, je me suis bien, vous n'avez pas arrêté de créer des compagnies, vous êtes réputé comme étant l'homme qui a plein de compagnies ici à Montréal, puisqu'avant que je vous parle, non, j'avais déjà l'info, n'est-ce pas? N'est-ce pas? ben, je Est-ce que viens je me d'une trompe? famille comme ça. Je viens d'une famille comme ça. Mon père est menuisier ébéniste qui travaille Oui. beaucoup. Ma mère est vendeuse de tissus africains, ce qu'on appelle les nanabins, celle qui vendait les wax hollandais. On les appelle Les les nanabins nanabins. Les parce que nanabins.
ouais, des nanas Benz parce que des femmes qui avaient des Mercedes-Benz, avec le commerce du tissu, elles avaient tellement fait d'argent qu'elles sont les seules femmes assez indépendantes pour se payer des Mercedes-Benz. Donc, Donc, votre maman vous originalement, a initié, vos parents vous ont initié réellement dans la famille aux affaires, n'est-ce pas? je suis né là-dedans. Ils m'ont pas initié. Depuis tout petit, moi, je me suis intéressé. Donc, j'ai ce côté-là. Je suis manuel comme intellectuel. Donc, j'ai les deux côtés avec moi. Donc, c'est un petit peu ma nature. Donc, malheureusement, ces deux compagnies, moi, j'ai dû les fermer en 2014 parce qu'au moment où j'étais vraiment décidé à rester au Canada, j'ai pas pu, comment on dit, régulariser facilement de l'intérieur mes papiers. Donc, j'ai dû ressortir du pays. Au lieu de Mhm. retourner à Paris, je suis retourné plutôt au Togo. Et comme toujours, je ne sais pas rester sans rien faire. Au Togo, j'avais créé de nouveaux CK formation où je formais les chefs d'entreprise du secteur informel à maîtriser les outils informatiques, Windows et autres, pour pouvoir être encore plus performants dans leur domaine. Entre autres, D'accord. j'ai eu des... Moi, je vais vous sortir un petit peu de ce cadre-là pour revenir à Montréal, mais on va rester justement au Togo. Togo, dirigé, comme vous le savez, à l'époque par Ngassebe Eyadema, qui a vraiment imprégné, même, comment dirais-je, la politique de ce pays pendant de très nombreuses années. En 6 ans. Son décès accidentel, remplacé par son fils, comme par hasard, qui est toujours le président actuel du Togo. Vos commentaires là-dessus? Ben, ça, le cas du Togo, il faut savoir que c'est vraiment, j'aime pas trop, je veux dire, jouer le professeur, mais le cas du Togo est vraiment un cas d'école. On dirait que ça fait partie des précarés de la France, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs et d'autres pays, le Congo pour la Belgique par exemple. Ben, le cas du Togo est très clair. Quand il y a eu la mort du chef de l'État, pour la petite histoire, ben, le ciel, l'espace aérien du Togo a été fermé, a été fermé. Et le seul avion qui a pu atterrir au Togo pendant cette période-là, c'était un avion venu de France avec un avocat véreux, qu'on peut dire déjà accusé pour plein de choses en France. Je vais taire ici son nom pour ne pas avoir, puisque c'est un avocat, je veux dire, des poursuites inutiles. Ben, c'est lui qui a nuitamment modifié la constitution togolaise pour que le fils du chef de l'État reprenne sa place. Ça a été comme ça. Donc, ben, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, c'est la continuité c'est la continuité de la même famille. Dites-moi, Donc, avant de revenir à Montréal, parce que je ne voulais pas rentrer nécessairement sur des questions politiques, mais pour le public québécois, le public montréalais qui vous suit actuellement et qui vous entend attentivement, moi-même aussi, puisque j'en suis un, comment expliquer qu'un avocat français, je dis bien français, mhm. qui débarque dans un pays africain, j'ignore même si cet avocat français est membre du barreau de votre pays, puisque dans les pays occidentaux, pour pratiquer en tant qu'avocat, vous devez être membre du barreau en règle, s'il vous plaît. Alors, je n'arrive pas, moi, à comprendre que ce monsieur qui est français, qui débarque dans un pays africain indépendant, qui a, je suppose, une organisation très bien faite, qui débarque et qui vient ici modifier la constitution d'un pays indépendant au vu et au su de toute la population et des autorités en place. Je suis Ben, éberlué, surpris. Qu'est-ce que vous dites de tout le cela? monde, tout le monde, mais il faut savoir tout simplement que justement, quand on parle d'indépendance, c'est justement une indépendance de façade. La puissance coloniale, malgré les indépendances africaines, sont toujours là. Je vous apprends rien que ça date pas de la période du fils ni du père. C'est le père d'ailleurs a été dans le régiment de Charles de Gaulle quand ils ont été en Indochine et tout ça. Donc les liens étaient tissés. C'est de là que vient l'histoire de comment s'appelle Focard, qui était l'homme de la France-Afrique. Donc les liens Jacques. étaient toujours là. Oui, Jacques Focard. Donc les liens sont toujours restés. Aujourd'hui, le port, le grand port de Lomé appartient, comment s'appelle, à la famille Bolloré et géré par qui? Devinez. On est assis dessus. C'est le Canada qui gère, avec la technologie canadienne, qu'on gère le port de Lomé aujourd'hui. Donc, on peut dire beaucoup. Il y a très peu de pays, sincèrement, au fond de moi, je suis sûr qu'il y a très peu de pays africains aujourd'hui qui peuvent se jurer être autonomes de leurs décisions politiques, sociales ou économiques. Ça, on le Comment sait. l'expliquez-vous? Ne serait-ce qu'économiquement, je parle de l'Afrique francophone, par exemple. Imaginez-vous que notre monnaie, le CFA, il est toujours sur le franc français et aujourd'hui basé sur l'euro. Et 53% des produits que l'Afrique francophone produit sont pris en garantie à la Banque française.
Nos billets sont toujours fabriqués, je veux dire en France. Alors, si on ne vous tient pas la bourse, le reste, vous savez, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, tout est dit là. Dites-moi, je reviens à Montréal, je reviens à Montréal. Vous l'avez dit, on a bien compris. Je reviens à Montréal. Il se passe des choses. Nous suivons, vous et moi, l'actualité de ce monde. Mais cette actualité à côté de nous, je vous demandais de nous commenter deux éléments. Tout d'abord, il y a eu ce mouvement un petit peu avant les élections américaines, ce mouvement où en fait, un frère noir aurait été en fait a subi des assauts et autres et en est en fait décédé. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à cette situation. Deuxième élément, dernièrement, vous avez assisté comme moi à l'invasion du Capitole, qui est en fait, je dirais, le temple sacré de la politique américaine. J'aimerais connaître vos commentaires également là-dessus. Ben, moi, je pense que c'est une tragédie humaine qui se passe aux États-Unis et malheureusement, je pense que les Noirs doivent se prendre en charge pour pouvoir s'en sortir. Les deux éléments, ce que je peux faire comme parallèle, imaginez ce qui s'est passé entre George Floyd et ce qui s'est passé, je veux dire, la dernière fois au Parlement américain. Ben, moi, je dis, c'est ahurissant et tout le monde, les gens commencent peu à peu à lever la bouche là-dessus. Imaginez que ça a été des Noirs de revendication noire qui sont partis là-bas. Imaginez combien de morts il y aurait eu là-bas. D'après D'accord? vous, Et si, d'après vous, si c'était donc des Noirs qui se seraient manifestés là sur place, on les aurait tiré dessus, d'après vous? ah ben oui, il y aurait eu plus de morts que ça. Il aurait vraiment, vraiment, ils auront tiré dans la foule. Surtout que la mairesse de Washington avait appelé déjà les forces de l'ordre à venir se sécuriser, mais je ne sais pas quel quiproquo il y a eu, mais rien n'a été fait et les gardes qui protégeaient cette institution parlementaire américaine n'étaient pas suffisants pour contenir ce monde-là, et surtout appelé par le chef de l'État là. Je ne sais pas si on Dites-moi, s'imagine un petit peu là. justement, dites-moi, je vais terminer là-dessus. Dites-moi, quelle est votre interprétation, en fait, lorsqu'on parle aujourd'hui de la démocratie? La démocratie dans le monde comme tel, principalement dans les pays occidentaux, en tant qu'Africain, en tant que noir originaire d'un pays africain qui a connu justement la dictature, je ne dirais pas dictature au carré, mais enfin, on a tous connu le papa Ngassebe Eyadema, on a connu ses œuvres comme tel, un homme qui a fait peur, qui a fait trembler les Togolais pendant de très nombreuses années. Alors, on observe des phénomènes de ce genre aux États-Unis où un président qui chauffe sa foule, qui réchauffe sa foule quelques minutes et qui lui indique même le chemin, Allez-y, au Capitole, on verra ce que l'on verra. Et la casse, et c'est allé jusqu'aux morts. Il y a eu des morts, des morts. C'est Cinq, très, très cinq. grave. À date, là, c'est Aujourd'hui, 5 morts. vous, en tant qu'Africain, quelle est votre réaction? Ben, moi, je dis, il y a quelque chose que j'ai jamais compris dans les élections américaines, parce que je ne sais pas si, comme on dit si bien chez nous, ici au Québec, trop c'est comme pas assez. Est-ce que c'est parce que s'il y a trop d'informations, trop de chaînes publiques et de médias qui donnent l'information que les Américains ne suivent plus l'information ou quoi? Mais j'ai été tout le temps surpris par le comportement des Américains pendant les élections. Je l'ai toujours dit, j'ai de la famille aux États-Unis, j'y vais pour vacances et autres. Et je lui ai toujours dit que moi, j'ai quelque chose, j'ai du mal à les comprendre pendant les élections. Les analyses de Trump du Québec, depuis le Québec, on dirait que c'est pas compréhensible pour un Américain qui vit aux États-Unis. Et on savait depuis longtemps que cet homme, il a quelque chose qui n'est pas normal. Il a quelque chose qui n'est pas normal. Depuis sa famille, il fait partie de ce que je qualifierais comme un syndrome de certains immigrants qui, une fois qu'ils ont passé la porte de l'immigration, de la frontière de l'immigration, ils ferment la porte et se disent derrière eux, il n'y a plus assez de place. N'oubliez pas que Trump, il est d'origine allemande par ses parents. Et c'est cet homme-là qui veut fermer les frontières des États-Unis aux autres personnes qui cherchent un petit peu à avoir un petit peu d'oxygène. Et cet homme-là, avant de devenir propriétaire de la compagnie familiale, il a évincé son propre grand frère qui devait prendre la place. En l'humiliant de toutes les façons, il faut lire son histoire avant de le critiquer. Moi, j'ai plus le temps matériel de lire tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est quelqu'un qui était comme ça. Même On son père parle, trouvait qu'il était... Ben oui, son on père parle trouvait qu'il ici, était mégalomane. on parle ici de quel ouvrage, juste à titre d'exemple ici? Quel ouvrage ici? Moi, non, c'était un documentaire que j'ai entendu sur RTL, D'accord. une radio française.
est sur France 24 concernant, c'est-à-dire le profil du personnage. Oui, oui. D'accord? Oui, Ben oui, donc c'est quelqu'un qui est de cet acabit-là. C'est quelqu'un qui est de cet acabit-là. Trump, il n'a jamais été blairé. Regardez Giuliani plutôt, qui aujourd'hui est devenu son homme de main. Giuliani, quand il était maire de New York, l'a toujours combattu. Mais il a pu avoir Giuliani avec l'argent. l'argent mène le monde, selon vous? C'est vrai. Ben oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et d'ailleurs, ça fait partie des définitions qui m'ont conduit à venir au Canada. Si j'étais resté en France, je serais toujours dans ces milieux-là de haut couture, de haute gamme, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je veux réussir ma vie ou je veux réussir dans la vie? Et j'ai pris la première réponse. Considérez-vous avoir... Je suis sur le chemin. C'est pas facile tous les jours, mais je suis sur le chemin. Aujourd'hui, en créant ces cas gestion, ben, les gens me le rendent bien. C'est difficile. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé cette activité-là en février. Et très vite, en mars, tout le monde sait ce qui s'est passé, le confinement, la COVID-19. Donc, contacter les clients, justement, qui étaient ceux que je veux aider, c'est-à-dire les travailleurs autonomes et les PME, ça n'a pas été facile. Mais le peu que j'ai sont vraiment des clients solides. Vous connaissez peut-être le CAD, qui est, comment ça s'appelle, une association d'ici d'entraide des Africains, le centre d'entraide économique des Africains ici. Ben, Monsieur Kabeya, qui est vraiment un des clients assez solides à mes côtés. On a le réseau qui est... Je connais très très bien Papa Kabeya, que j'en profite d'ailleurs pour pouvoir saluer. Ben oui, on lui envoie notre salut. Oui, on va le saluer. Je lui souhaite aussi la santé. Malheureusement, on avait tout le temps qui est épuisé maintenant lors de cette interview. Alors, je dois vous remercier sincèrement de nous avoir accordé cette longue interview où en fait, j'espère qu'on a appris. Et je vous souhaiter également une excellente fin de journée et une très bonne année, frérot, remplie de santé, succès et la réussite. Merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Ngaka, et bonne année à tout le monde. Merci. Alors, madame, monsieur, voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.